Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Amis de Psycho Perso, bonjour, bienvenue à l'émission Qui fait du bien et je reçois aujourd'hui monsieur Elroy Stand qui a une activité, et on peut vraiment le dire, originale et qui va donc nous parler de son concept Bio-Original. C'est bien ça le nom du concept, Elroy? C'est bien ça. Alors avant de nous parler de ton concept, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi déjà pour qu'on fasse connaissance? Bien sûr, 30 ans aujourd'hui, je viens des Pays-Bas. T'as 30 ans aujourd'hui? Bon, là, aujourd'hui j'ai 30, ça fait déjà quelques mois, mais là aujourd'hui j'ai 30 ans. Je viens des Pays-Bas d'origine, j'ai grandi en France, j'ai bougé un peu, j'ai été aux États-Unis. Donc ça m'a permis de voir comme ça des mentalités différentes et des façons de faire différentes, ce qui se traduit aujourd'hui dans la société. Et je savais à 13 ans que je voulais être boulanger-pâtissier, donc j'ai fait une formation de boulanger-pâtissier à 17 ans. Arrivé en France, j'ai cherché à changer de métier parce que j'en avais besoin. Je suis parti dans la restauration, j'ai fait 7 ans de restauration en tant que maître d'hôtel. Et à un moment donné, évolution oblige, j'ai décidé de monter ma propre société. Et alors, cette société, qu'est-ce qu'elle a d'original? Eh bien, Bio-Original est le premier traiteur événementiel engagé dans le développement durable sur la Côte d'Azur. Le premier, hein, vous avez entendu, c'est le premier. Voilà. Bon, l'idée, c'est vraiment de proposer un service traiteur, donc que ce soit sur des plateaux repas, un mariage, que ce soit un banquet professionnel, vraiment toute l'activité d'un traiteur, mais avec vraiment de l'écologie du début jusqu'à la fin. Donc il y a énormément de choses, énormément de travail fait sur toutes ces activités-là et toutes ces solutions durables pour arriver à faire quelque chose de vraiment très très sympa. Très sympa et très qualitatif. Est-ce que tu peux justement nous donner des exemples? Tu dis c'est écolo de A à Z. Tu peux nous donner de façon simplifiée le process en fait? Par quoi tu démarres? C'est quoi le A et c'est quoi le Z? Alors, bon, il y a toujours donc les process, c'est l'achat de matières premières. On ramène tout ça au laboratoire. Au laboratoire, c'est transformé. On fabrique la nourriture. À partir de là, on part sur le lieu de réception. Il y a toute une étude faite sur comment faire un événement éco-conçu aussi sur le lieu de livraison, sur place. Et derrière, on a bien sûr le traitement du déchet en lui-même qui doit être fait de façon écologique. Waouh! Alors, pour revenir justement sur les matières premières, bio, j'imagine, bio-original, donc tu utilises que des matières premières biologiques ou tu fais quelques exceptions? Comment ça se passe? Alors, je fais quelques exceptions. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui le label bio coûte très cher et on a des producteurs dans la région qui fonctionnent plus bio que des producteurs bio, mais qui n'ont pas le label parce qu'il coûte trop cher. Oui. D'où l'engagement de la société dans le développement durable et pas dans le bio. D'accord. Le but, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental. Donc ça passe nécessairement par des produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable. Ou de l'agriculture raisonnée, c'est ça qu'on dit? Alors l'agriculture raisonnée, c'est quelque chose de particulier. Dans l'agriculture raisonnée, on a le droit d'utiliser certains produits puisque l'agriculture raisonnée n'est pas quelque chose qui est légiféré. D'accord. Donc on peut utiliser, juste on cherche à utiliser un minimum. Ça me convient pas. D'accord. Ce que je veux, c'est effectivement des producteurs qui travaillent des produits de façon complètement saine. D'accord. Et derrière, il y a des produits comme par exemple pour le poisson, la pêche responsable, où il y a des quotas de poissons, bon, sans rentrer dans trop technique, mais il y a des quotas de poissons pêchés pour éviter d'épuiser les ressources naturelles. Donc en fait, je viens d'apprendre un truc avec toi. Quand mon maraîcher me vend ses poireaux, ses endives en me disant nature raisonnée, je mets plus de coccinelle pour avoir moins d'insecticides, c'est un peu de la foutaise ou? Non, c'est pas de la foutaise, ça dépend du maraîcher. Il faut connaître le maraîcher, il faut voir avec lui est-ce que réellement il n'utilise que des coccinelles ou est-ce que il se permet quand même d'utiliser des intrants chimiques. D'accord. Donc c'est l'agriculture raisonnée, comme je disais, ce n'est pas légiféré. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, juste on va quand même chercher à réduire
l'utilisation de produits chimiques. Mhm. Mais il n'y a pas de taux maximum de produits utilisés ou non utilisés, c'est libre. Mhm. C'est plus pour donner une idée de, on cherche quand même à respecter l'environnement, mais Mhm. à quel point on ne le sait pas. Donc il faut connaître ses producteurs. C'est le D'accord, mieux. ok. Alors, j'ai une autre question. En fait, j'en ai une multitude là de questions, J'imagine. mais on va faire dans l'ordre. Après, tu disais le transport est le plus écologique possible. Alors, moi, je sais que tu fais du roller, tu apportes tes plateaux traiteurs en roller. Comment ça se passe? Alors pas en roller parce que c'est pas faisable. Comment ça, c'est pas faisable? Non. Elroy, tu me déçois là. Non, il y a une législation sur le transport qui nous oblige quand même à faire en sorte que la chaîne du froid soit respectée. Donc le transport en roller ne permet pas forcément de pouvoir faire ça, sauf pour des très petites commandes, ce que je n'ai pas. D'accord. Je fais du transport régulièrement en véhicule électrique. Mhm. Je fais un transport, je sers une petite école à Nice en repas. Eux sont livrés en vélo. J'ai fait fabriquer une remorque sur mesure. Wow. J'ai mes bacs isothermes derrière Mhm. et ça part comme ça en vélo. Mhm. Après, pour des grosses prestations, donc on arrive sur 100, 150 personnes, Mhm. moins, même 50 Mhm. personnes, Mhm. on est sur un transport en véhicule thermique parce que la capacité n'existe pas. Ou Oui. quand on est sur des prestations qui sont loin, Cannes ou plus loin Oui. Fréjus, Oui. on est sur un véhicule thermique et à ce moment-là, je fais une compensation carbone. Donc il y a D'accord. 1 euro par kilomètre D'accord. que je verse à une association Mhm. environnementale ou sociétale. Waouh. Oui, enfin, j'avoue que je suis assez impressionnée. Je pense que les auditeurs le seront aussi. Et alors après, tu parlais du traitement des déchets. Donc tu fais du compost. Enfin, je sais C'est ça. pas comment ça se passe. Alors au-delà du compost, il y a bien sûr le tri sélectif qui doit être fait. Mhm. La plus grosse difficulté réside dans le fait de traiter effectivement les déchets organiques. Pourquoi? Parce la ville n'a encore pas du tout mis en place un système de compostage urbain Mhm. qui permettrait de, aller jeter les restes de nourriture que j'ai. Mhm. Donc, de toute façon, il y a le traitement, le tri sélectif qui est fait, Oui. mais sur les prestations, quand on a terminé, il reste toujours quelque chose. Pas tout a été mangé. Mhm. Donc là, il y a différentes étapes pour éviter les déchets organiques. Mhm. On a premièrement les personnes mes clients, donc Mhm. quand c'est du pro ou quand c'est du privé, c'est Mhm. différent à gérer, mais Mhm. les clients eux-mêmes peuvent récupérer tout ça. Mhm. Deuxième étape, si pas tout n'a été récupéré, c'est le personnel. Oui. Donc le personnel se sert, Oui. peut manger ce qu'ils veulent, Oui. ils peuvent ramener à la maison ce qu'ils veulent. Très bien. L'étape suivante, c'est donner à une association. Oui. Alors là, c'est plus compliqué parce que Il faut que ce soit fait rapidement. faut que ce soit fait rapidement et beaucoup d'associations ne veulent pas prendre de risques. Vu qu'il y a une rupture à un moment donné de la chaîne du froid, les associations ne veulent pas prendre le risque Mhm. parce que les SDF peuvent tomber malades. Oui, En oui, même temps, quand oui, je oui. regarde ce que les SDF mangent dans les poubelles, je me dis Non, mais on est d'accord. Voilà. Là, c'est la société pleine de paradoxes. c'est ça. Et dernière étape, c'est effectivement le compostage. Ok. Donc là, fabriquer alors, comme on va vraiment tout expliquer. Le compostage, en fait, c'est les déchets de nourriture qui forment une sorte d'engrais, hein, c'est ça? C'est ça. Et que tu peux réutiliser. Que je peux réutiliser après pour mes plantations. Voilà. Alors le principe du compostage, c'est ce que vous avez en fait en pleine forêt. Ce qui se passe en Mhm. pleine forêt, c'est Mhm. quand vous avez des plantes ou des feuilles, des fruits qui tombent au sol, Mhm. c'est la nature qui va se charger de dégrader ce D'accord. déchet. Ok. Et ce déchet devient effectivement un engrais, donc une nourriture Mhm. pour les plantes. Et Ok. on a un cycle naturel qui se fait de cette manière-là, Mhm. qui permet d'éviter d'avoir à envoyer tout ça à l'incinérateur, que ce Mhm. soit brûlé, que ça fait Mhm. du CO2. Super. Ok. Alors maintenant, j'ai une autre question. Attention, c'est la question qui fâche. C'est la Mhm. question à 10 000 euros. Allez. Bon, moi, je peux pas vraiment dire que je sois une adepte du bio. Disons que le bio, je suis un peu tombée dedans parce que j'ai une intolérance alimentaire et qui fait que à une époque, j'ai pu trouver les produits dont j'avais besoin dans les magasins bio et ensuite la culture avait son chemin. Quand je dis la culture, c'est l'environnement dans lequel je vis Mhm. et les idées, etc., qui sont véhiculées par ma famille, mes proches, mon entourage. Et puis après, tout ce que j'écoute, tout ce avec quoi je vis, m'ont vraiment incité de plus en plus à acheter bio. Aujourd'hui, il y a plein de Français qui doutent encore Mhm. des ondes positives, de la vraie valeur du bio. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire de Alors- ton expérience et de ta conviction?
De mon expérience, ils ont raison de douter. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a automatiquement de la triche, on a des gens qui cherchent à gagner de l'argent, qui font une agriculture totalement traditionnelle avec tous les intrants chimiques possibles et imaginables, et qui vont aller payer quelqu'un pour les estampiller bio. Wow. Donc ça existe, il ne faut pas se leurrer, ça existe. C'est pour ça que je préconise les marchés locaux, travailler avec des producteurs locaux que l'on connaît, on sait d'où vient le produit. Très bien. Il y a certains produits dans lesquels c'est pas possible, comme le chocolat par exemple. Essayer de trouver du chocolat de Côte d'Azur, c'est un peu compliqué. Du coup, là encore, il faut trouver des gens qui permettent de vérifier la filière. Et j'ai trouvé, moi, quelqu'un qui connaît très bien les filières de cacao et qui me vend du chocolat bio, de qualité, un super bon chocolat. Et c'est la même chose sur tous les produits. Très bien. Il vaut mieux essayer de travailler sur un produit local plutôt que sur un produit bio qui vient de loin. On est d'accord, parce que du coup, ta boîte bio, et on perd tout le bénéfice en payant, justement, tu parlais d'empreinte carbone, en payant l'avion qui nous le fait venir de Madagascar ou je sais pas où. C'est ça. Alors après, c'est très compliqué à savoir parce qu'il y a des pièges. Un exemple, quand on prend de l'agneau de Hollande ou de l'agneau d'Australie, l'agneau d'Australie a une empreinte carbone plus faible que l'agneau de Hollande. Ah oui ? Tout simplement parce que les serres ou les étables en Hollande sont chauffées, donc empreinte carbone pour chauffer tout ça, alors que le transport depuis l'Australie en bateau ou même en avion coûte moins, une empreinte carbone plus faible que toute la chauffe qu'on peut retrouver dans les étables aux Pays-Bas. D'accord. Donc là, tu parlais vraiment donc des labels. Tu disais que, bien sûr, on pouvait encore douter parce que, de toute façon, il y avait des fraudes, il y avait des gens qui faisaient pas ça bien. Mais maintenant, est-ce que toi, tu pourrais nous parler de ta conviction, ton expérience sur les valeurs qui font que tu choisis du bio ? Alors, je sais pas, moi, je pense au goût, je pense à la santé. Il y a tout ça. L'empreinte, je dirais, le côté environnemental est indéniable. On a vraiment une réduction de la pollution des sols. Mais il y a effectivement derrière ce qu'on mange, c'est bien plus sain. On a moins de pesticides quand on mange. Alors bien sûr, il faut tomber sur les produits qui sont bien faits. On est d'accord. C'est toujours pareil. Derrière, on a la rémunération des producteurs qui est plus équitable, donc beaucoup plus intéressante aussi. Ouais. C'est vraiment une démarche globale. C'est pour ça aussi que le local est plus intéressant que de travailler avec des producteurs pour des produits qu'on peut avoir ici, en tout cas. Des producteurs qui viennent de loin, des gros champs qu'on peut trouver au Maroc avec des haricots, alors que les haricots, on peut les pousser ici. Ça n'a pas de sens. D'accord. Et puis surtout, enfin moi en tout cas quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on respecte les saisons. C'est-à-dire qu'on va pas manger du concombre au mois de décembre ou des tomates pareil en pleine période d'hiver, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai tellement de mal à avoir une jolie carte, une belle carte en hiver. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut proposer du potimarron, non ? C'est ça, effectivement. Donc, pour toi, les valeurs du bio, pour résumer un peu, pourquoi tu choisis du bio ? C'est pour ? Premièrement, l'environnement. Oui. Puisque c'est vraiment le cœur de la société. Et après, toutes les autres valeurs qui vont avec. Donc, le fait de faire manger sain. Oui. On a tendance à oublier ce qu'on avale quand on mange des produits issus de l'agriculture traditionnelle. Oui. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes à prendre en ligne de compte. Il y a la rémunération des producteurs qui est importante à prendre en ligne de compte, puisqu'avec les supermarchés, on a vraiment des producteurs qui n'y arrivent plus, qui travaillent des horaires où nous, de notre côté, en tant qu'employés, on aurait depuis très longtemps fait grève, pour une rémunération qui est plus faible que ce que nous, on peut avoir. Donc il y a vraiment une éthique complète là-dessus, à toutes les étapes. Et qu'est-ce qui t'a fait, alors j'allais dire basculer, je pense que tu as toujours eu ça en toi, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment, au moment où tu as décidé de créer cette société, ta société, tu t'es dit, moi c'est ça que je veux, c'est ce concept-là qui me plaît. Qu'est-ce qui a, je ne sais pas si on peut parler de point de bascule, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour qu'à un moment donné tu te dises, c'est vers ça que je veux aller ? Il y a différents facteurs. Le premier, ça a été une frustration de travailler pour des patrons, parce que j'ai toujours eu du mal, j'ai une grande gueule. Ah bon ? J'ai pas peur de dire ce que je pense, et généralement les patrons ont un peu du mal. Donc il y a eu ce facteur qui m'a dit, à un moment donné, il faut que je travaille pour moi. Le deuxième facteur, ça a été ma vie de famille. Comme j'ai dit, je suis issu de la boulangerie-pâtisserie et de la restauration, deux métiers où on n'a pas de vie de famille.
J'ai une petite fille de 5 ans que je veux voir grandir et je veux pas que je sois le papa qui ramène les sous à la maison mais qui est jamais là. Ouais. Donc ça a été un facteur très important. Et derrière, je voulais faire quelque chose qui a un sens. D'accord. Je voulais pas, j'avais pas envie de dire ok, je veux juste faire gagner de l'argent. Je veux pas juste gagner de l'argent. Je veux que ça ait un sens. Je veux que derrière mon activité ait un impact positif sur la vie des autres. D'accord. Et donc, c'est d'où Bioriginal. Voilà, le concept s'est développé petit à petit et il va continuer encore à se développer. Quand on est dans le développement durable, c'est un développement incessant. On a toujours des réflexions à faire constamment sur comment changer, comment améliorer. Une des questions principales que je me suis posée, c'est comment faire ce que je fais, mais de façon plus écologique. D'accord. Et oui. Mais ça, tu l'as toujours eu en toi, ce goût pour l'écologie, ce goût pour le bien-être de la planète et le bien-être de l'être humain? Ça s'est développé. Alors j'ai une vie où j'ai énormément bougé et ça s'est développé plutôt dans les 10 dernières années où je me suis rendu compte que d'aider, ça me faisait du bien. De faire en sorte que les autres aillent bien autour de moi, ça me faisait du bien à moi. Peut-être même plus qu'à eux en fin de compte. Ouais. Et il y a certaines choses dont je me souviendrai toujours. C'est un petit jeune avec lequel j'ai travaillé quand j'étais en boulangerie-pâtisserie qui lui était à la vente. Un petit jeune qui était relativement perdu dans sa vie, qui savait pas trop ce qu'il voulait faire. Il se laissait vivre, il s'amusait, il déconnait, il sortait. Voilà, un ado tout à fait normal. Et je lui ai fait toucher la pâte et je lui ai fait à plusieurs reprises. Je lui ai fait mettre la main à la pâte, vraiment toucher, vraiment travailler la pâte. Il a aimé ça et aujourd'hui il travaille. Il a commencé une formation de boulangerie-pâtisserie. C'est le meilleur de sa classe. Il s'éclate dans ce qu'il fait. Il a vraiment trouvé sa voie. Et ça, c'est des choses qui me font plaisir. Bah oui. Ça, c'est des choses que je retiens. Très bien. Et alors, ce sont des choses que Elroy veut bien nous transmettre. Donc, c'est une des clés, parce que moi, ça, je le dis dans la bande-annonce qui passe sur VIP Radio Online, que si cette émission fait du bien, c'est aussi parce que les gens que j'interviewe nous livrent des astuces, un peu leur philosophie de vie et ce qui leur fait vraiment du bien. Et là, par exemple, Elroy nous dit, moi, pour être heureux, j'aime bien aider. Donc ça pourrait être une clé. C'est pour moi personnellement, c'est primordial. D'accord. Et c'est des trucs tout simples. Ça commence par un truc vraiment tout simple. S'arrêter pour aider une dame âgée à traverser la route ou aider votre voisin à porter ses courses au 2e étage alors que vous êtes au rez-de-chaussée. C'est vraiment, de mon point de vue, le bon sens qu'on est tous censés avoir, mais qu'on perd parce que on a peur d'être différent des autres et on a peur on a peur des autres tout simplement et de ce que vont penser les autres de nous. Quelque chose dont je me fiche éperdument. et c'est vrai que j'aime ça. J'aime ça. J'ai un jour quelqu'un qui m'a demandé, une personne que j'ai aidé vraiment, de façon plus importante dans sa vie, qui m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je lui ai dit pour moi rien. Par contre, la prochaine fois, tu peux faire ce que j'ai fait pour toi et toi tu le fais avec quelqu'un d'autre. Très bien. Et pour moi, je pense que ça vaut le coup. Cette façon de penser, de faire marcher la chaîne en avant, de façon à ce que au final on s'entraide tous et qu'on puisse tous avancer vers quelque chose où on va tous se sentir mieux. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un impact sur la vie d'un proche, par exemple, ce proche se sent mieux, ça a un impact sur vous derrière aussi, sur votre bien-être. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mais les auditeurs savent que j'aime bien sortir ma culture une fois de temps en temps. Donc on fera peut-être une autre chronique un jour sur l'épigénétique. Là, voilà, je vous balance juste 2 mots. Si vous avez envie d'aller voir sur Google, on en reparle. C'est qu'en fait, l'environnement a un impact sur vous et sur vos gènes. C'est un concept qu'on a trouvé il y a quelques années à peine. Donc, tu penses pas que cette notion d'entraide, quand même, elle est très culturelle? Parce que toi, t'es pas français. Tu n'as pas cette impression, je vais un peu enfoncer le clou là, mais moi j'ai cette impression quand même que les Français ils sont toujours un peu retors, un peu comme tu disais tout à l'heure, aider, pour qui j'y vais passer. Puis bon, dans le sud, oulala, je sens que les Niçois vont me taper sur la tête, mais on n'est pas un peu macho, tu vois? Est-ce que oui, aider ça est-ce qu'on donne une bonne image de soi si on fait ça? Est-ce que tu as cette impression que quand même c'est culturel? Quand on a voyagé un peu, quand on a bougé un peu, ce que tu viens de dire, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Oui, j'ai dit enfoncer le clou, enfoncer une porte ouverte. Mais c'est complètement ça. Il y a vraiment une très très grande différence d'un point de vue culturel.
en France, même en France, entre le sud de la France et quand on va vers l'ouest, quand on va vers le nord, c'est dans le film Bienvenue chez les Ch'tis où quand on arrive à Lille, on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart. Voilà, exactement. Quelque part, c'est vrai parce qu'on découvre vraiment la chaleur humaine. D'autre part, de façon plus notable encore, quand on arrive dans les pays du Nord. Moi qui viens d'Hollande, mais Bien aussi sûr. dans les pays scandinaves, on a une façon de penser complètement différente. Ça n'a rien à voir. Ça n'a Oui. strictement rien à voir. Et c'est vrai qu'ici, on a du mal. Quelqu'un qui vient vous voir pour vous aider, on a tendance à se méfier. Oui. On a Oh, tendance- qu'est-ce qu'il veut? Voilà, c'est ça. On se dit, il veut quelque chose de moi, alors que non, pas nécessairement. Moi, j'ai eu le cas plusieurs fois où, effectivement, aider une petite dame à traverser, qui porte ses courses, c'est lourd, et l'aider à traverser, lui porter ses courses, qui dit non, c'est bon, vous allez me piquer mes courses. Vous piquez mon sac. Voilà, c'est des mentalités et malheureusement ça arrive. Donc à un moment donné, je comprends aussi qu'on se méfie Oui. parce que effectivement ça arrive. Oui, c'est naturel aussi, bien Voilà. sûr, de se méfier. Mais ici c'est quand même assez exacerbé de mon point de vue avec mon expérience. D'accord. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que mine de rien, est-ce que c'est ce que tu ressens? Moi, je ressens de mon expérience que les gens ont envie de changer quand même, que les gens sont prêts aujourd'hui justement à aider pour voir plus de sourires, pour se sentir mieux eux-mêmes. Tu sens pas quand même qu'il y a une amorce dans ce sens-là? Alors bizarrement, quand on commence à se lancer dans ce système-là, dans cette façon de penser-là, on retrouve des gens qui ont cette même façon de penser. Oui, alors ça s'appelle, amis auditeurs, la loi de l'attraction. J'en parlerai une autre chronique. Voilà, mais c'est bizarre, ça se fait automatiquement. On a tendance à attirer ces gens-là, Oui. ou à faire sortir de certaines personnes qu'on avait déjà dans notre entourage, Oui. de faire sortir ce côté-là aussi. Voilà, très bien, cette fibre-là. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, je pense que quand on commence à changer de point de vue, à adopter d'autres comportements sociaux, les gens se disent ah bah tiens, je me méfie moins, lui il le fait donc pourquoi pas moi. Et en effet, ça peut aider les autres personnes auxquelles vous avez affaire à sortir, c'est ce que tu viens juste de dire, à exacerber un peu cette fibre-là très sociale, sociétale, on appelle ça comme on veut, et à l'utiliser, voilà, à se sentir mieux avec les gens. Tout à fait. J'espère que ma phrase est claire. Elle était longue, mais... Et aujourd'hui, Elroy, alors tu disais, tu as des clients privés, tu travailles pour une école, tu travailles pour des grosses agences. Qui fonctionne avec toi? Qui fait appel à toi aujourd'hui? Alors principalement, ce sont des gens qui ont déjà un intérêt dans l'environnement. Ah bon? Ah ouais, ok. J'ai un gros client qui est EDF. EDF, on en pense ce qu'on veut. Il y a des gens, effectivement, EDF n'a pas forcément, quand il se met dans le nucléaire, c'est pas forcément environnemental, donc parlant responsable. Mais il y a des gens chez EDF qui sont vraiment investis, qui veulent vraiment faire changer les choses. Et j'ai rencontré une personne comme ça chez EDF. Qui m'a fait travailler, qui a trouvé mon concept super, qui a trouvé ce que j'ai fait super et qui derrière, du coup, en parle tout autour. Wow. Donc j'ai des gens chez EDF qui n'ont maintenant pas vraiment d'envie de faire quelque chose pour l'environnement, mais qui se disent ah bah tiens ça colle bien avec ce qu'on a tendance à faire, Oui. et qui bon bah tiens un tel m'en a parlé donc je vais tester. Les premiers clients qu'on a, ce sont des convaincus, ce sont des gens qui pensent vraiment qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, Oui. qui vous testent, Oui. et derrière quand ils voient que vous avez quelque chose de qualité, ils en parlent autour d'eux, et ces deuxièmes clients, je dirais, ce deuxième cercle de clients, eux ont déjà moins la fibre, mais vont venir vers vous pour la qualité. Très bien. Oui, bon, c'est super. Donc en fait, tu touches et les gens qui sont concernés par le développement durable et les gens qui ont faim et qui ont envie de manger quelque chose de bon. C'est ça. Et tout l'intérêt, c'est durant les prestations d'aller sensibiliser les gens à l'environnement. Très bien. Faire en sorte que ils commencent à ouvrir les yeux, à se dire ah bah tiens, mais pourquoi c'est bio et qu'est-ce que ça change le fait que ce soit bio, et c'est ça. Voilà, il y a tout un concept derrière sur le matériel aussi, où je mets ça en avant, je parle de tout ça. Truc très simple, les décorations florales que j'aime ne sont pas des fleurs coupées, ce sont des mises en scène avec des plantes, donc je réutilise, donc il n'y a pas de déchet qui est fait, les plantes peuvent pousser, et ça on le met en avant pour faire comprendre aux gens qu'il y a une façon
on peut arriver à faire les choses de façon différente. Différente. Non, je trouve ça formidable parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit concept de A à Z, c'est vraiment tout est pensé, quoi, jusqu'à la décoration florale, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, auditeurs, mais moi, je suis assez touchée par ça. Et puis, tout à l'heure, tu disais que tu étais le premier traiteur sur la Côte d'Azur. Donc, en fait, il y a d'autres traiteurs dans la France ou dans le monde qui font quelque chose comme toi. Tout à fait, en France, surtout à Paris. Paris est un peu l'endroit où tout est précurseur. Bien hein. sûr. Tout ce qui se fait de nouveau quasiment se fait à Paris. J'ai rencontré donc le premier traiteur événementiel engagé dans le développement durable en France. Oui. Je l'ai rencontré à Paris. Il a un concept très intéressant. C'est beaucoup aussi là-dessus que ça a été aussi un facteur déclencheur de dire ok, voilà, maintenant là j'ai trouvé ce que je veux faire, voilà la branche dans laquelle je veux me mettre. Très bien. Parce que ça correspondait à toutes mes envies personnelles et professionnelles. Derrière, donc j'ai beaucoup travaillé sur son concept à lui pour le développer, pour faire en sorte d'aller encore plus loin. Et j'espère que ça va pouvoir encore se développer, que je vais pouvoir grandir et puis faire en sorte que j'ai un impact plus important encore. Plus important. Alors, si tu nous parlais un peu de tes projets, est-ce que tu as des projets aujourd'hui? Tout à fait, oui, plein. Oui, vas-y, dis-nous tout. Dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à construire un laboratoire en autosuffisance énergétique. Très bien. Alors, on reprend un laboratoire en autosuffisance énergétique. Ça veut dire quoi? Un laboratoire, c'est le terme qu'on utilise en cuisine pour dire une cuisine. Ça, c'est une chose. L'autosuffisance énergétique, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'EDF pour me fournir de l'électricité, je n'ai plus besoin de GDF pour me fournir du gaz, que tout est fabriqué en interne. Ah, je sais, tu vas pédaler sur un vélo, c'est ça? Pour te faire de l'énergie tout en épluchant tes légumes. Voilà, c'est ça. Bon, il y a quand même des moyens plus efficaces que ça, mais c'est à réfléchir. Non, il y a énormément il y a de la technologie qui se développe, donc on est bien sûr sur les panneaux solaires, sur le photovoltaïque, on est sur l'énergie éolienne, méthanisation des déchets organiques, il y a énormément de technologies qui existent. Là c'est pareil, il y a tout un challenge de réflexion pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible pour avoir un impact environnemental minimisé au plus. Au possible. Super, donc ça c'est vraiment dans tes projets, dans les choses auxquelles tu réfléchis en ce moment. C'est ce que j'aimerais faire, mais bon, ce sera dans quelques années, ce ne sera pas tout de suite. D'accord. Mais il y a encore énormément de choses à faire pour faire en sorte que Bioriginal soit encore plus écologique. Super. Et alors, pareil, une question à 10 000 € ou peut-être un petit peu moins. Est-ce que tu embauches en ce moment? Est-ce que tu recrutes? Alors je recrute uniquement en extra, c'est-à-dire que j'ai des serveurs qui sont payés pour une prestation, pour une soirée, qui ont un salaire qui est très correct, et je vais être le seul en France à faire ça. C'est que mes serveurs ont une prime de 2 € de l'heure pour sourire. Waouh! Pourquoi normalement on peut être serveur sans savoir sourire? Je sais pas moi. Alors pour moi, ça colle pas. C'est-à-dire que je participe à différents cocktails, je vais au restaurant, je ne supporte pas d'avoir un serveur en face de moi à qui je vais demander un jus de fruits et qui me fait la gueule parce qu'il a le vin dans la main et qu'il n'a pas envie de changer de bouteille. D'accord. Je ne supporte pas. Donc, de toute façon, les serveurs que j'embauche sont que des serveurs souriants. Je me fiche de savoir si le gars est bon ou pas, s'il m'a fait tomber un plateau de verre ou pas. À partir du moment où il le fait avec le sourire, ça me va. Elroy, t'es vraiment quelqu'un, moi j'invite tous les auditeurs à te connaître. Franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable, tout ce qu'on vient d'entendre. Donc, si vous avez envie d'être serveur et d'être payé pour sourire, moi j'ai quand même travaillé énormément, presque 10 ans, dans les services d'hôtesse d'accueil. Et je pense que si les hôtesses avaient été payées pour sourire, en effet, on aurait peut-être eu des plus beaux sourires. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations alors, Elroy? Il y a le site www.bioriginal.fr. Donc Bioriginal, c'est bio et original, tout attaché avec un seul O. Avec un seul O, donc bioriginal.fr. .fr, c'est ça. J'ai une page Facebook aussi que vous pouvez retrouver très facilement. Avec donc Elroy, E-L-R-O-Y. Ça, c'est ma page personnelle. Ah, pardon, excuse-moi. Et il y a la page professionnelle Bioriginal. Bioriginal sur Facebook. Très bien. Mais écoutez, si les auditeurs ont des questions, vraiment, moi je vous invite, chers auditeurs, à consulter et le site de Elroy et sa page Facebook. Et puis, le mot de la fin, Elroy, sur le développement durable, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de beau? J'ai une très belle phrase de Saint-Exupéry, tout simplement. La planète ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants.
Très bien. Alors moi j'ai pas d'enfant, mais en tout cas je pense que tout le monde aura compris le sens de cette phrase. C'est vraiment très joli. Et écoutez, pour nos enfants, pour le goût, pour nos papilles et pour la beauté de ce que tu nous proposes et pour tout ça, longue vie à Bioriginal. Merci. Et vraiment merci d'avoir participé à l'émission Psycho Perso, l'émission qui fait du bien. Amis auditeurs, je vous retrouve dans 2 semaines et je vous souhaite une excellente quinzaine. Au revoir. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.